Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons en fait nous attarder sur cette visite effectuée par le chef du gouvernement d'union nationale libyen à Moscou, où il s'est entretenu avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Vous vous en souvenez, lorsqu'il y avait la question d'intervenir militairement contre l'ancien régime libyen, les Russes ont participé, tout comme les autres pays occidentaux, à ce vote du Conseil de sécurité de l'ONU et ensuite il y a eu cette résolution du Conseil de sécurité qui a ouvert la voie à cette intervention militaire de l'OTAN et très particulièrement des Français, des Britanniques et des Américains contre la Libye. Mais les Russes, après en fait de ce vote, ont toujours en fait regretté d'avoir en fait participé à ce vote, d'avoir, si vous voulez, donné leur aval à cette résolution qui a ouvert en fait la voie à cette intervention militaire contre la Libye. Et s'agissant de la question syrienne, les Russes n'ont pas eu cesse de dire que voilà, il n'est pas question pour le Kremlin de permettre la reproduction, la répétition du scénario libyen pour la Syrie. Et Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, lors de cette rencontre avec le chef du gouvernement d'union nationale libyen, a affirmé que voilà, l'exemple libyen montre que le recours à des actions militaires, à des interventions militaires pour renverser en fait les pouvoirs, les gouvernements et les régimes n'aboutit pas à des résultats positifs. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. Avant de vous le présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage sur ce sujet. On reviendra tout de suite après. Moscou estime que la crise libyenne ne sera réglée que par la nation de ce pays. Lors d'un tête-à-tête jeudi 2 mars à Moscou avec le chef de gouvernement d'Union nationale libyen Fayez al-Sarraj, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s'est exprimé en ces termes. L'unité du peuple libyen et l'intégrité territoriale de ce pays ont été violées. En tant que vieux amis de votre pays, nous souhaitons vous aider à régler ces problèmes. La Russie est convaincue que la crise sévissant actuellement en Libye ne peut être réglée que par la population de ce pays. Il est indispensable que toutes les parties libyennes recourent à un dialogue national exhaustif dans l'objectif d'y rétablir un cessez-le-feu, a réaffirmé le ministre russe. Comme l'expérience le prouve, les tentatives censées imposer à la Libye une solution dictée par l'étranger sont vouées à l'échec. Nous soutenons assurément l'impératif de la création d'une condition à partir de laquelle le peuple libyen pourra surmonter lui-même ses problèmes, a-t-il réitéré. Cela intervient alors que Moscou a multiplié ses initiatives en vue de s'approcher du chef du gouvernement d'union nationale libyen, Fayez al-Sarraj, siégé à Tripoli, et de son rival le maréchal Khalifa Haftar. La visite de Fayez al-Sarraj en Russie s'effectue après que la compagnie nationale libyenne du pétrole, NOC, et le géant russe Rosneft se sont accordés pour des investissements dans le secteur d'énergie en Libye. Merci infiniment d'être avec nous pour cette émission, le débat consacré, comme je viens de vous le dire, à la Libye et plus précisément à cette visite à Moscou, jeudi 2 mars, du chef du gouvernement d'union nationale libyen, M. Fayez al-Sarraj, qui a rencontré en fait, comme je viens de vous le dire tout à l'heure à Moscou, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Pour entamer notre débat d'aujourd'hui, on va partir tout de suite à Bruxelles pour rejoindre Luc Michel, spécialiste des questions internationales,
également et spécialiste de l'Afrique. Luc Michel, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comme première question, Luc Michel, comment évaluez-vous cette visite à Moscou du chef du gouvernement d'union nationale? Comment peut-on en fait l'évaluer? Comment peut-on expliquer le fait que Fayez al-Sarraj aussi se tourne désormais vers le Kremlin, vers plus précisément Vladimir Poutine, pour trouver une solution à la question syrienne, à la question libyenne? Oui, bonjour à vous, bonjour à vos téléspectateurs. Je suis surtout un bon connaisseur de la Libye puisque j'ai dirigé le mouvement des comités révolutionnaires libyens en Europe et que la Libye a été, jusqu'à la chute de la Jamaïria, un peu mon second pays. Ce que fait Moscou là-bas, c'est essayer de rattraper l'erreur diplomatique de février 2011, où la Libye a été lâchée par Moscou au Conseil de sécurité. L'ambassadeur de Moscou à Tripoli, lorsqu'il est rentré en Russie, a dit que les Russes avaient là commis une faute contre leurs intérêts nationaux vitaux. Vous savez que Kadhafi avait visité la Russie en 2010 et que les Russes auraient dû avoir une base navale à Benghazi en 2012. À partir de ce moment-là, la diplomatie russe, elle utilise toutes les possibilités pour rentrer dans le jeu libyen, court-circuiter les Occidentaux et surtout, comme vous l'avez très bien expliqué dans votre reportage, négocier leurs intérêts pétroliers. Le problème de la Libye, c'est que Moscou donne des signaux contradictoires. Ils ont commencé par donner une légitimité celui qui se fait appeler maintenant le maréchal Haftar, qui en fait est un des plus vieux opposants de Kadhafi et a surtout été pendant presque 20 ans un agent de la CIA. Il a déserté de l'armée libyenne en 1987, fait prisonnier dans la guerre contre le Tchad et il est passé au service de la CIA. Haftar est rentré en Libye en février 2011 pour diriger les forces militaires du Conseil national de transition qui venait de prendre le pouvoir à Benghazi. Maintenant, Moscou donne un second signal contradictoire qui est celui de maintenant reconnaître, donner une légitimité au deuxième gouvernement libyen qui est celui de Farage. Que les téléspectateurs comprennent bien, il y a en Libye deux parlements. Le premier, qui siège à Tobrouk, est issu des élections truquées de juillet 2012. Le second, qui siège à Tripoli, il est issu d'autres élections truquées de 2014, de l'été 2014. Le maréchal Haftar, lui, il a fait un coup d'État militaire en février 2015. En fait, il s'est emparé totalement des forces armées libyennes qui restaient. Il a reçu, grâce à l'appui des Américains, le soutien des chefs d'état-major. Tout le drame de la Libye, il est là. Il y a officiellement deux gouvernements. Il y a deux armées, mais le gouvernement reconnu par l'ONU, celui de Farage, n'a pas l'armée nécessaire pour rétablir l'ordre, qui est aux mains de Haftar, lui soutenant le gouvernement de Tobrouk. Vous ajoutez que la Libye, c'est un pays en voie de somalisation, c'est le même phénomène, c'est un pays qui a éclaté, et que la politique libyenne, malheureusement pour les Libyens, elle ne se résume pas aux deux gouvernements. Il y a une dizaine de factions politico-militaires, dont Daesh, dont Hakmi, et il y a des mouvements autonomistes, Amazik, Toubou, etc. La Libye, elle est en fait éclatée en une dizaine de territoires qui sont sous le contrôle de forces armées. Il y a au milieu de tout ça des cités armées, comme Zenten ou Misrata. Misrata, c'est le principal soutien de Farage, et Zenten, ce sont des islamistes, mais alliés donc à Haftar. Vous avez un jeu politique complexe. La Russie profite de ce jeu politique complexe pour s'emparer
non pas du pouvoir ou de position, etc., mais pour pousser ces pions diplomatiques. C'est le jeu auquel vous assistez ici. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Mbeko, analyste politique aussi, vient de nous rejoindre pour ce débat depuis Montréal. Monsieur Mbeko, je vous remercie infiniment d'être avec nous pour cette émission, d'avoir accepté notre invitation. Mon invité depuis Bruxelles, Monsieur Luc Michel, vient de le dire. Pour le moment, il y a 2 parlements, 2 gouvernements en Libye. Il y a cette division qui déchire, si vous voulez, le pays, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors de sa rencontre avec le chef du gouvernement d'union nationale libyen qui siège à Tripoli, a dit que voilà, la solution, c'est le dialogue national. C'est-à-dire que toutes les parties et tous les groupes politiques devront en fait s'engager dans un dialogue national pour trouver une solution à la question syrienne. À la question, pardon, aujourd'hui je confonds la Syrie avec la Libye, pour la question libyenne. Comment expliquez-vous en fait cette prise de position des autorités russes qui insistent désormais sur la nécessité de ce dialogue national pour trouver une solution à la question libyenne? Merci pour la question et pour l'invitation. Moi, je pense que les Russes se sont rendus compte, comme bien d'autres États, que les puissances occidentales jouent un double jeu. C'est-à-dire que... Tu lui dis de revenir immédiatement. Allô? Oui, allô? Monsieur Mbeko, est-ce que vous m'entendez? Je vous en prie, je vous en prie. Oui, je vous entends très bien. Vous m'entendez, vous? Oui, je vous en prie. Oui. Donc, les puissances occidentales, dans ce conflit, jouent un jeu trouble. C'est-à-dire qu'ils prétendent travailler pour la paix et pour l'unité, alors qu'en réalité, ils travaillent pour la division et de la Libye et des Libyens. Et je crois que les Russes, en s'invitant dans le jeu libyen, essayent d'une certaine manière de recadrer un peu le tir en disant il faut une véritable unité et non de double jeu comme nous ont habitués les Occidentaux. Et en même temps, c'est aussi une occasion pour les Russes de placer leurs pions, parce qu'il ne faut pas oublier qu'après la déstabilisation de la Libye, les Russes étaient mis hors jeu. Or, la politique du désastre, cette stratégie du chaos occidental est en train de se retourner contre eux, dans la mesure où les Russes s'invitent dans le jeu libyen. Et les Libyens, certains d'entre eux en tout cas, se rendent compte que les Occidentaux ne sont pas des partenaires fiables. Parce que vous avez des camps qui se battent, mais les États-Unis sont presque quasiment derrière tous les camps, et en même temps sont les parrains des puissances régionales qui se battent, qui se tapent dessus en Libye à travers leurs alliés locaux. Ok, Monsieur Luc Michel, venez d'entendre les explications de Monsieur Mbeko. Monsieur Mbeko qui dit que voilà, les Russes tentent également d'assurer leurs propres intérêts, en fait, de placer, comme l'a dit en fait Monsieur Mbeko, c'est son expression, de placer leurs pions également en Libye. Mais c'est exactement ce que je vous ai dit, nous sommes bien d'accord. La Russie joue un jeu personnel en fonction de ses intérêts. Maintenant, est-ce qu'un dialogue national est possible? Il y en a eu un qui a été tenté depuis 1 an et demi en Algérie puis au Maroc. C'est déjà un mauvais signal puisque vous savez que l'Algérie et le Maroc sont des rivaux et quasiment des ennemis géopolitiques. Et donc, dans chacune des phases du dialogue, à la fois l'Algérie et le Maroc a poussé ses propres pions dans l'affaire. Est-ce qu'un dialogue national est possible? Il faudrait amener à la table de négociation une dizaine de factions dont la plupart n'ont pas envie de négocier parce que ça reviendrait à abandonner leur pouvoir politico-militaire. Je pense en particulier au mouvement autonomiste Amazique, Berbère et Toubou. Les Toubous, c'est une population libyenne et tchadienne à la fois. Ils sont noirs de peau. Les tribus
Russes sont à cheval sur la frontière. Sous Kadhafi, ils étaient parfaitement intégrés. Ils ont été rejetés par les islamistes arrivés au pouvoir en Libye. Vous savez que les islamistes sont des racistes anti-noirs. Et il y a eu notamment des chasses aux noirs en Libye au début du nouveau pouvoir libyen, et donc les Toubous ont pris leur autonomie. Ils n'ont pas envie d'abandonner ça. Ajoutez qu'au milieu de tout ça, chaque faction s'est emparée de certains champs pétroliers, de certaines productions de gaz, de trafic, et que personne n'a envie de venir autour de la table de négociation. Le problème, c'est que la politique moderne, à la fois des Occidentaux, mais malheureusement parfois des Russes, elle tourne autour de ce qu'on appelle des scénarios. C'est-à-dire qu'on ne vous présente pas la vie d'un pays ou la situation telle qu'elle existe réellement, on vous présente la vie d'un pays suivant un scénario virtuel qui est vendu dans les médias. C'est ce qu'on vend en Libye. On vous explique qu'en Libye, c'est un problème de deux gouvernements avec deux armées. En réalité, c'est un problème de 10 forces politico-militaires. Et le drame de la Libye, c'est que la principale armée, celle de Haftar, est opposé au principal gouvernement reconnu, celui de Farage. Les Américains, comme l'ont dit l'autre invité, c'est exact qu'ils trafiquent, ils magouillent avec toutes les factions, mais nous voyons les Russes aussi, aujourd'hui, magouiller avec les deux factions principales. Moi, je crois que le dialogue, si vous me laissez une seconde encore, je crois que le dialogue, dans la configuration actuelle, n'est pas possible, c'est une chimère. Merci. Monsieur Mbeko, en fait, vous vous en souvenez lorsqu'il y avait cette intervention militaire contre la Libye, les auteurs de cette intervention militaire, très particulièrement les Français, les Britanniques et les Américains, disaient que voilà, l'objectif en est d'apporter la liberté, la paix pour le peuple libyen. Mais c'est le contraire de tout cela qui s'est produit, qui se produit toujours en Libye, un pays qui est livré en fait totalement à un chaos. Plusieurs années après, le chef du gouvernement d'Union nationale, qui est appuyé par ces mêmes pays occidentaux, se rend à Moscou pour solliciter l'aide du Kremlin, pour trouver en fait une solution à cette crise et pour demander en fait aux Russes de jouer la carte de la médiation, surtout entre le général Haftar et le chef du gouvernement d'Union nationale. Monsieur Mbeko, cela n'est pas un fiasco, un échec pour ce camp occidental? Non, ça dépend de l'angle d'observation. Moi, je crois que de toute façon, les Occidentaux savaient ce que cela allait produire. Dans le livre que je viens de publier sur la guerre de l'OTAN en Libye, je reproduis le document des services secrets canadiens. Le 15 mars, les services secrets canadiens ont produit un document à l'attention du Premier ministre canadien de l'époque, M. Stephen Harper. Dans ce document, il était clairement établi, les services secrets disaient qu'en cas d'intervention occidentale aux côtés des rebelles, la Libye allait rentrer dans un cycle de violence et de déstabilisation très long, très profond et pendant très longtemps. Donc les Occidentaux étaient parfaitement au courant de ce qui se passe. Là, l'objectif n'a jamais été de libérer les Libyens parce que les Libyens n'étaient pas en danger. Même Robert Gates, le secrétaire d'État à la Défense, l'avait clairement dit le 1er mars lors d'un point de presse au Pentagone. Il avait clairement dit que les Libyens n'étaient pas en danger, qu'il n'y avait pas un génocide en préparation contre la population de Benghazi. L'objectif était de déloger et de tuer un chef d'État qui s'était montré rétif face aux intérêts occidentaux, aussi bien dans son pays que dans le reste de l'Afrique. Donc tout ce qu'on a vu après participe à une stratégie de déstabilisation mûrement planifiée et froidement appliquée de l'OTAN. Et donc, le Farage, qui est quand même, il faut-il le dire, une créature de l'Occident, si aujourd'hui il se rend à Moscou, c'est parce que même les Libyens qui sont aux mains des Américains, disons des Occidentaux, se rendent compte que les Occidentaux ne sont pas des gens fiables. C'est ça le problème. Et donc les Russes, tout ce qu'ils ont eu à faire, ils ont attendu le moment idéal pour rentrer en scène. Et aujourd'hui, les Occidentaux sont les plus... ceux qui sont très mal vus en Libye. Et si Farage et Haftar ne font pas l'unanimité aussi, c'est parce qu'ils sont vus comme les produits des États-Unis et donc de l'Occident. Et donc,
avec toutes les factions qu'on a, je crois qu'aujourd'hui, si on veut régler cette question, il faut mettre autour de la table toutes les grandes tribus du pays. Parce que les deux acteurs qu'on nous présente sont vus comme des gens au service d'intérêts étrangers. Merci. Luc Michel, les Occidentaux étaient au courant de tout? Écoutez, non. Et on doit comprendre quelque chose, c'est que la Libye, elle prend place dans ce qu'on a appelé le printemps arabe. Le but du printemps arabe, c'était d'amener des gouvernements au pouvoir dans les pays arabes, dont la Tunisie, la Libye, l'Algérie et l'Égypte, des gouvernements pro-américains associés à des parlements dominés par les islamistes. Lorsque les Occidentaux, Français, Britanniques et Américains lancent ce qui a été le coup d'État de Benghazi, il n'y a jamais eu de révolution, eh bien, ils pensent que Kadhafi, comme Ben Ali ou Moubarak, va s'effondrer dans une période très courte et qu'ils vont amener immédiatement à Tripoli un gouvernement qui est sous contrôle. Le problème, c'est que la Jamaïria ne s'écroule pas. Elle va se battre bec et ongle pendant 8 mois. Lorsque Sirte tombe, c'est-à-dire que le Kadhafi est tué, la Libye, c'est un pays qui sort de 8 mois de guerre civile et qui est éclaté dans un processus de somalisation avec une série de rapports de force. À partir de ce moment-là, le scénario qui était prévu au départ n'a pas marché. Les Américains vont essayer. Ils vont mettre en 2012 au pouvoir 3 agents de la CIA, Megariev, Zaidan et déjà Haftar, et ils vont mettre un parlement après des élections truquées dont on a exclu près d'1 million de des listes électorales. Ils pensent que ça va marcher. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Le Parlement, il est déchiré par des factions islamistes et le gouvernement pro-américain de Tripoli, il s'effondre au bout de quelques mois. Ça, la chute qui commence. Maintenant, je ne partage pas l'opinion de l'autre intervenant. La grande histoire que la solution serait aux mains des tribus, elle est tout à fait inexacte. Tout d'abord, parce que Kadhafi avait mis hors jeu, contrairement à ce qu'on raconte les tribus. La Libye c'était un État moderne, divisé en 22 grandes municipalités. Et les tribus ont ressurgi comme pouvoir politique à la fin donc, de la dissolution de la Jamaïria, vers fin 2011-2012, mais ce n'est pas elles qui ont la réalité du pouvoir. Le pouvoir, il est détenu, je le répète, par des factions politico-militaires surarmées, c'est elles qui font la loi. Il y a notamment, vous ne comprenez pas la situation libyenne si vous ne savez pas que derrière Farage, il y a la plus puissante des cités armées, c'est Misrata, c'est un État dans l'État libyen, dans ce qu'il en reste, et il y a une deuxième cité armée qui, par détestation de Misrata, c'est Zinten, qui est à une centaine de kilomètres à l'est de Tripoli. Zinten, ce sont des islamistes, c'est eux qui détiennent en résidence Saïf al-Islam, par exemple, mais ils se sont alliés à Haftar. Il y a des factions comme ça, il y en a une dizaine, et ce sont ces factions-là qui ont la clé de la paix en Libye. Merci. Et comme ce qui se passe en Somalie, elles ne veulent pas lâcher leur pouvoir. Merci. Monsieur Mbeko, en fait, la Russie occupe actuellement le devant de la scène, même en ce qui concerne la question libyenne. S'agissant des Occidentaux, des pays occidentaux, il y a eu également la France qui a joué un rôle de premier plan en ce qui concerne cette intervention militaire contre la Libye. Vous vous en souvenez, lorsqu'il y avait en fait la fin de cette intervention militaire, l'ancien président français Nicolas Sarkozy et le Premier ministre britannique de l'époque se sont rendus à Benghazi pour se présenter comme le héros, le sauveur de la nation libyenne. Plusieurs années après, la France semble être disparue totalement de la scène en ce qui concerne la question libyenne. Comment peut-on l'expliquer, M. Mbeko? D'abord, il y a un détail qui est important. La France a joué un rôle important en Libye, mais non pas en tant que pays souverain. La France et la Grande-Bretagne étaient sous commandement américain. Au début, c'est l'African Commandment
qui va coordonner les opérations militaires avant de s'en remettre à l'OTAN. Et quand on parle de l'OTAN, on parle des États-Unis. À l'époque, sous Obama, il y avait ce qu'on a appelé le leading from behind, c'est-à-dire diriger de l'arrière. Ce sont les Américains qui étaient à la manœuvre et ils ont fait travailler leurs sous-traitants français et britanniques. Mais on a vu, après ça, la France vouloir se positionner dans le jeu libyen. C'est qu'elle a quand même pu faire, mais avec beaucoup de difficultés. Et même il n'y a pas longtemps, je crois l'année passée, le président Hollande avait reçu M. Farage. Le problème, c'est que dans le jeu libyen, comme d'ailleurs dans tout ce qui s'est passé dans cette région, dans le cadre de ce qu'on a appelé le printemps arabe, que moi j'aurais baptisé le printemps américain dans le monde arabe, c'est que ce sont les États-Unis qui sont à la manœuvre. Et aujourd'hui, la France, elle n'est pas totalement effacée, mais elle n'a plus de politique étrangère claire depuis qu'elle s'est rangée derrière les États-Unis d'Amérique. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre en fait aujourd'hui la politique de la France, non seulement en Libye, mais même dans plusieurs pays arabes et voire en Afrique, y compris dans ces anciens précarés où elle est aujourd'hui surpassée par les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup, M. Mbeko. Monsieur Michel, s'il vous plaît, en 30 secondes, à propos de la politique française. Écoutez, je partage l'analyse, c'est-à-dire que la France n'a fait que porter les valises en Libye ou en Syrie des Américains. La France, qui est si fière du porte-avions Charles de Gaulle, il est actuellement au large des côtes du Liban. Il est sous commandement de la 6e flotte américaine, d'un vice-amiral américain. Le problème de la France, c'est qu'en plus, elle n'a pas les moyens d'intervenir dans beaucoup de pays en même temps. Elle est engagée toujours sous contrôle américain dans ce qu'on appelle maintenant le printemps africain, c'est-à-dire la déstabilisation d'une quinzaine de pays africains. Et en Libye, elle s'est fait rouler. La France était considérée par la Libye comme un allié. Merci Vous savez beaucoup. que Kadhafi avait été reçu et la France a tout perdu en Libye, à commencer par les marchés pétroliers de Total. Merci beaucoup, Luc Michel, spécialiste des questions internationales, d'être avec moi pour cette émission Le Débat depuis Bruxelles. Mes vifs remerciements vont également à M. Patrick Mbeko, analyste politique, qui était avec moi pour cette émission depuis Montréal. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée et je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.